Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, un gros test pour une imprimante 3D géante, la Phrozen Sonic Mega 8K. J'ai acheté cette imprimante 3D donc résine en précommande il y a déjà de cela plusieurs mois. Donc j'ai quand même eu le temps de la tester et ce en profondeur. Et je vous préviens, dès maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Et en plus, comme vous le savez, je suis plutôt bavard. Alors, si vous vous intéressez à l'impression 3D résine de grande taille, restez jusqu'au bout car je vais vous partager tout au long de ce test pas mal d'informations, que ce soit sur la préparation des fichiers, l'entretien, on va dire, de la machine et bien sûr tout le post-process. Alors, histoire que vous ayez une idée quand même de la taille de cette machine, oui, je suis debout quand même à côté, elle est plutôt imposante et il est possible d'imprimer des modèles rentrant dans un volume de 33 par 18,5 par 40 cm de hauteur. On commence à se rapprocher du volume standard des imprimantes 3D FDM de grand format comme les CR10 et Sidewinder X1, X2 et ça j'avoue franchement j'aime bien. Au niveau de la précision, il y a, comme son nom le suggère, un écran de 8K avec ses 33 millions de pixels. Et ces pixels, ils ont une taille de 43 microns, ce qui fait vraiment relativement petit. Et pour rappel, une imprimante de taille moyenne, comme la Phrozen Mighty 4K, donc de chez Phrozen, ou alors les autres Saturn et Mono X qui se trouvent derrière moi, elles ont en moyenne une résolution horizontale de 50 microns. Donc là, voilà, malgré son très grand volume, cette Mega 8K propose une résolution horizontale plus fine, plus précise que les plus petites machines. Alors, même c'est en train de changer à l'heure actuelle. Pour la résolution verticale, on reste sur des standards assez classiques allant de 10 à 200 microns, mais j'ai principalement imprimé en 50 microns et quelquefois en 100 microns. Dans ce test, on va principalement voir des grandes impressions, ce que vous voyez effectivement autour de moi, et bien sûr se poser la question de savoir si la qualité SUI imprimée en grand c'est bien, mais imprimée en grand et de bonne qualité c'est beaucoup mieux. Car je vous le dis, dès maintenant, c'est une machine vraiment taillée pour ce type de grands modèles. Mais imprimer des modèles massifs n'est pas une mince affaire, vous allez le voir, et surtout voir tout ce que ça implique. D'ailleurs, indiquez-moi en commentaire pourquoi vous voudriez une si grande imprimante 3D résine, pour en faire quoi et surtout préciser en même temps votre niveau de connaissance de l'impression 3D résine. Car si vous maîtrisez le FDM en grand, dire maintenant je peux passer en résine, et si passer sur une machine de grande taille comme ça, vraiment pour la première, je suis pas trop sûr que ce soit une bonne idée. Mais ça, on en reparlera dans la conclusion. Une petite note de transparence quand même. Comme indiqué il y a quelques secondes, c'est une machine que j'ai achetée. Voilà, Phrozen toutefois m'a fait une petite fleur en me l'envoyant dans les premiers. Je l'ai eu vraiment dans les tout premiers. Mais ça s'arrête là. Il n'y a vraiment aucun sponsoring, rien de tout ça, pas de cadeau bonus. Voilà. Donc par contre, n'oubliez pas que dans le cadre de mon travail, j'ai des relations professionnelles avec eux. Donc par rapport à Litchi Slicer, donc qui est mon boulot, voilà. Mais ma chaîne est totalement indépendante comme ma liberté de parole et ça bien sûr heureusement. Et enfin, vu que la vidéo est assez longue, n'oubliez pas que vous avez tous les chapitres dans la barre de progression en dessous, mais je suis sûr que vous allez regarder jusqu'au bout, voilà. Allez, c'est parti pour le test. On va bien sûr attaquer avec l'unboxing de cette Mega 8K, un carton qui est arrivé bien gros, très lourd. Alors bien protégé, c'est le grand classique maintenant, aucun problème. Voilà, et en fait la machine est quand même plutôt bien remplie avec le carton bien sûr, avec les accessoires et tout ça. Et là vous avez un bloc de mousse, je dis ouais j'arrive pas à l'enlever, on essaie d'enlever le bac en même temps. Voilà, j'ai un petit peu galéré, en fait le truc c'est d'allumer la machine tout simplement et de lever le plateau, enfin on va dire la potence pour le plateau, avoir assez d'espace et à ce moment-là vous allez pouvoir facilement enlever l'ensemble. D'ailleurs c'est assez lourd parce que dedans vous avez le plateau, je reviendrai par la suite, qui est vraiment une très belle pièce, super costaud, super épais et super lourde, vous voyez avec les poignées, donc on peut remettre ça sur la potence directement. Et juste en dessous, on se retrouve avec le bac de résine qui est vraiment très grand. Ça paraît plus petit finalement sur la vidéo, il est très bien construit. Sur l'arrière, vous avez beaucoup de vis pour tenir le film FEP et ça, on va voir ça par la suite. Et le plateau est tenu par des vis qu'on met de chaque côté, ce qui permet d'enlever très facilement le plateau. Maintenant, vous avez dans le paquet, bien sûr, les accessoires habituels, la documentation, le petit entonnoir vraiment tout petit, trop petit, la clé USB avec les documentations dedans. Vous avez deux spatules, attention, la métal que pour le plateau et celle plastique que pour le bac. Et encore, c'est pas les meilleures, je dirais, spatules. Vous avez aussi deux petites poignées qu'on va mettre sur les portes. Alors, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, c'est deux vis à mettre. Et voilà, votre imprimante maintenant est prête. Voilà, ça prend quelques minutes. Et là, vous voyez ce que j'aime beaucoup, je vais revenir par la suite, c'est vraiment ces portes qui s'ouvrent
s'ouvre intégralement. On a vraiment un accès complet à l'imprimante. Par contre, il faut de la place à droite et à gauche. Au niveau de la construction, ça ne bouge pas d'un poil. En fait, là, quand je bouge, en fait, c'est la table en dessous qui bouge. Vraiment, c'est super nickel. C'est vraiment une œuvre d'art, cette machine. Au niveau de l'éclairage des LED, alors c'est relativement uniforme, mais alors pas forcément tant que ça. Vous voyez les petites taches que l'on voit au niveau de l'écran ici. Alors, ça ne se voit pas du tout au niveau des impressions, mais à considérer. Maintenant, attaquez la première impression, et comme vous voyez à l'écran, protégez-vous, masque, lunettes, gants, etc. etc. Alors, j'utilisais uniquement de l'Aquagré 4K de chez Frozen, résine, j'utilise que ça là pour l'imprimante, au passage. Alors, voilà, donc vous remplissez le bac, je viendrai par la suite, au niveau de la conclusion. On met beaucoup de résine, ça descend un petit peu doucement, là c'est accéléré pour la vidéo, et vous remarquez que lorsque vous descendez, la résine passe au travers des trous du plateau. C'est pareil, je viendrai par la suite au niveau de ces trous, il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Alors le process, pour ma première impression, mon modèle DQ a duré 14h39 minutes pour un petit modèle, c'était extrêmement long, que vous voyez ici, donc par rapport à ma main, donc c'est quand même un modèle déjà assez grand. Petit constat, ça a mal tenu un endroit, donc voilà, c'était mon premier modèle. Pour un petit peu tweaker les paramètres, j'ai slicé ça à ce moment-là dans Shi2Box avec les paramètres de TSMC parce que l'Itchy Slicer n'était pas encore compatible au moment de la vidéo. J'ai relancé l'impression, changeant un tout petit peu mes paramètres. Vous remarquez, en dessous, je viendrai aussi, il y a les petits marques liées au plateau, les petits trous, mais ça ne pose aucun problème et l'impression franchement est plutôt très très belle. On a quelque chose qui est vraiment tout aussi bon qu'une imprimante, on va dire 4K classique, mais bien plus petite. Voilà, je vous rappelle qu'elle fait 43 microns au niveau des pixels. Franchement, c'est fin, c'est très net. C'est ça qui est vraiment super agréable. Vous voyez ici en gros plan, il n'y a vraiment aucun problème. L'anti-aliasing est plutôt, je dirais, bien contrôlé. Et pour l'instant, de toutes les impressions que j'ai déjà fait sur toutes les machines, on est plutôt vraiment dans le haut du panier, ce qui est super encourageant pour la suite. Et maintenant, je vais attaquer un vrai gros projet avec cette grande figurine de C18 et Vegeta de Dragon Ball. Voilà, donc là, cette fois-ci, entièrement fait dans les Itchy Slicer, tout est préparé. Voilà, il y a quand même pas mal de modèles, bien sûr, faire tous les supports. Vous voyez, il y a beaucoup de supports. Les modèles ont été bien évidemment évidés pour de multiples raisons, je dirais pour économiser la résine, mais surtout pour limiter les problèmes d'impression. Et là, vous voyez au niveau de la base qui est assez gigantesque, très grosse. D'ailleurs, au passage, il y a vous voyez, si on zoome un petit peu dessus, alors je précise, c'est un peu pénible à l'écran, mais j'enregistrais en 4K plus un très gros modèle. On voit les polygones du modèle, parce que le modèle n'est pas prévu pour être imprimé aussi grand. Vous voyez, en wireframe, on voit vraiment que ce modèle n'est pas très détaillé et vous allez voir par la suite que ça se retrouve au niveau de l'impression. Alors c'est du rocher, c'est très bien, mais il faut vraiment faire attention à tout ça. Et vous voyez bien sûr le modèle lui aussi été vidé, ce qui est vraiment super critique parce que là au total on a 751 ml de résine, donc quasiment 200 ml pour les supports, ce qui fait une très grande quantité, je dirais, de résine. Donc là, on lance l'impression, alors qui a pris aussi pas mal de temps, mais proportionnellement beaucoup plus rapidement que la première impression. Vous voyez, je suis à 9h37 pour ces premiers éléments. Alors je précise, c'était ma première grosse impression, donc je n'ai pas rempli le plateau. Je préfère être sûr que mes paramètres que j'avais préparés, donc dans l'Itchy Slicer cette fois-ci, étaient bien comme il faut, et je n'ai pas eu, tout du moins à ce moment-là, de problème visible au niveau de mes impressions, ce qui était assez propre. Et là a commencé effectivement la manipulation du plateau, enlever les impressions. Alors là, je vous conseille vivement d'avoir les mêmes spatules que moi, je viendrai dans la conclusion, et de faire un petit peu levier voilà, autour du modèle. Utiliser les petits trous du plateau pour rentrer, vous voyez, hop, comme ça en dessous, on profite du trou, et on va aller comme ça progressivement. Franchement, ça marche très bien, pas besoin d'insister, de forcer. Donc là, bien sûr, j'accélère pour la vidéo, mais ça marche vraiment très bien. Il faut juste vraiment prendre son temps, faire le tour, ça se décolle sans aucun souci, et a priori, le plateau après, un petit coup de sopalin, je viendrai par la suite, suffit pour tout nettoyer. Et donc l'impression, voilà, au résultat, c'est quand même super propre. Là, c'est vraiment brut d'imprimante, il n'y a pas de post-process. On voit même les cils qui sont très bien sortis au niveau du buste. Il y a le détail au niveau des vêtements. Franchement, c'est très bien. Vous constatez quand même qu'il y a beaucoup de supports. Le modèle est très gros, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des très grandes mains, des très grosses mains. Donc on est sur des pièces, je dirais, assez volumineuses. Au niveau des mains,
Vous voyez, les ongles sont quand même très très bien restitués. Là, je suis en très gros plan, on voit un tout petit peu les lignes, mais franchement, il faut vraiment zoomer. Là, au niveau du bras, ouais, c'est quand même vraiment impeccable. Et j'avoue que j'étais ultra content de ma qualité d'impression. Vous voyez ici que les supports, une fois enlevés, c'est un petit peu plus propre. C'est un éclairage un petit peu différent. Vous remarquez par contre que j'ai un petit problème de miroir. Et oui, les R sont inversés, donc toute ma figurine est inversée. Les pièces sont très très bien emboîtées. La résine rend très très bien. Franchement, j'aime beaucoup l'Aquagrey de 4K. Vous voyez donc les différents éléments. Et à côté, il y a beaucoup de supports en déchets. J'y viendrai par la suite. Donc j'ai continué à imprimer les autres pièces. Vous voyez les mouvements ici au niveau de la vis sans fin, qui est quand même une très très grosse vis. C'est très très stable avec de l'accélération, la décélération. Et bien oui, parce qu'en fait, vous imprimez des très très grosses pièces. Bien évidemment, il faut que le plateau puisse gérer tout ça. Vous remarquez aussi sur le dessus, j'ai de la résine dans les trous. Et oui, parce que l'impression en dessous empêche la résine de circuler. Donc j'ai beaucoup de résine qui est, on va dire, emprisonnée dans le plateau. Là, j'étais déjà à 20 heures, vous voyez, d'impression, quasiment 21 heures. Là, j'ai fait une impression sur quasiment tout le plateau. Impression qui a été très très haute, d'où la durée. Une des jambes de Vegeta montée de façon, voilà, c'est importante. Vous voyez, ici, c'est des très grosses pièces. Et là, enlever forcément, ça prend du temps, et vous voyez, ça tombe à côté. On met un peu de la résine partout, c'est un des problèmes finalement de cette Mega 8K, mais qui n'est pas lié à la Mega 8K, c'est finalement la taille des impressions. Voilà, on en met partout, on en met plein les gants. Et maintenant arrive le problème du nettoyage. Alors, je suis sur une Wash & Cure d'Anycubic, la plus grande taille que j'ai testée sur la chaîne. Donc, beaucoup de pièces rentrent dedans, mais des pièces comme celle-là, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, au niveau de la base, ça ne rentre pas dedans. Vous voyez, déjà, en fait, avec les deux mains, c'est vraiment compliqué à manipuler. C'est effectivement le problème qui vient assez régulièrement, qui n'est pas lié à la machine en elle-même, mais lié finalement aux problématiques liées aux grandes tailles. Alors, on ne peut pas nettoyer, par contre, le curing marche dedans, mais sans le plateau rotatif, donc il faut tourner assez régulièrement votre modèle pour que le curing marche bien. Et là, en sortie d'impression, on a un truc qui, c'est assez propre, c'est assez joli, mais toutefois, vous avez ici un décalage de couches ou layer shifting. Alors, c'est pas lié au plateau qui bouge, c'est juste lié à un manque de support ou de support mal placé. Voilà, à droite, à gauche. Alors, au niveau de la tête, pas de problème, c'est aussi plutôt assez joli, pas mal de supports, vous voyez, sur l'arrière. Alors, j'ai pas forcément mis autant de supports que j'aurais voulu, mais l'arrière ne se verra pas. Voilà pour la jambe. Alors, vous verrez à certains endroits, le layer shifting apparaît aussi. En fait, c'est la même couche qui est apparue partout. Vous remarquez aussi avec le reflet, on voit un petit peu c'est pas des vibrations, c'est en fait le manque de polygones au niveau du modèle qui est en trop basse résolution. Vous voyez la main de Vegeta avec mon doigt à côté. On est quand même sur vraiment des très très gros morceaux. C'est ça qui est, moi que je trouve vraiment génial. Vous voyez, par rapport à la base, le gant, on a un truc qui est, je dirais, assez gigantesque. Ça fait vraiment des très 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 gros morceaux. Donc si vous aimez, voilà, alors c'est très très lourd, je vous rappelle, il y a 800 et quelques millilitres de résine juste là-dessus. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a une très grosse consommation de résine pour ce genre d'objet. Voilà le résultat final de la figurine. Alors sans peinture, il y a juste de l'après dessus. D'ailleurs, toutes les figurines ont que de l'après là. Voilà, donc ça fait un très très gros modèle assemblé. Alors tout n'est pas vraiment collé, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'espace entre Vegeta et les rochers. Vous voyez la canette de Coca à côté, on a quand même quelque chose de assez massif, vraiment très très haut. Je suis vraiment très très content du résultat. Voilà pour ma première grosse figurine avec la Mega 8K. Voilà, pour moi, ça me confirmait mon choix en fait sur la machine dès maintenant. Voilà, je vous spoil presque la fin. On a quelque chose de très très fin, très précis qui va nécessiter par contre maintenant un peu de masticage, qu'on voit au niveau du cou, au niveau des différents éléments ici. Alors vous voyez ici au niveau des rochers, on voit en fait ces marques de polygones que tout à l'heure je vous montrais au niveau du modèle. Alors petit par contre truc aussi à prendre en compte, c'est que vous avez beaucoup de nettoyage à faire avec beaucoup de sopalin, beaucoup de résine que vous allez mettre partout. Donc vraiment attention à ça, pensez bien à nettoyer. Au passage, pensez bien à passer vos déchets aux UV, ce que je ne montre pas ici dans la vidéo, pour éviter de la contamination, parce que voilà, la résine est quand même assez chimique, assez toxique, surtout pour l'environnement. Donc voilà, donc pensez bien à nettoyer, pensez au tapis en silicone. Maintenant, un autre projet, les litchis d'Halloween. Vous voyez ici les illustrations, les concepts de Daniel.
le graphiste qu'on a au travail. Des concepts que j'ai modélisés, sculptés avec ZBrush. Au passage, il y a aussi Alexandre, je viendrai par la suite, qu'on a aussi sculpté quelques-uns. Voilà, donc petit modèle fait rapidement, voilà, pour un petit projet d'Halloween. On a proposé les modèles comme ça. J'ai fait un petit peu de ZBrush, petit modèle assez cool, mais forcément, c'est des petits litchis. Donc l'idée était de faire des plus petits modèles par rapport à la méga, par contre en faire beaucoup, donc faire de la copie, je dirais, assez multiple et voir combien on peut mettre sur un plateau. Voilà, donc vous avez différentes versions avec la version Frankenstein, la version citrouille, là voilà le côté crâne ouvert, donc voilà la version voilà Frankenstein. Je me suis aussi fait un petit peu plaisir avec ZBrush, voilà des modèles assez sympas. Bien sûr, entièrement préparé dans les Cheese Slicer, de modèles assez simples aussi. Là, on détecte les îlots, les minima ou les islands en anglais. On a rajouté quelques supports comme ça là-dessus, et à peu de choses près, c'est pré-imprimé. On peut mettre éventuellement un petit peu de bracing, en gros, histoire de consolider directement les supports. Du fait que les modèles ont été évidés, on a rajouté des petits trous, vraiment au niveau du point de départ de l'évidage, comme vous voyez ici. L'évidage qui est vraiment super important. Bien sûr, on peut des fois enlever des supports, faire des petits mini pour pas avoir trop de supports, modifier comme ça les différents paramètres. Alors, j'ai une vidéo sur les Cheese Slicer, d'ailleurs, je vais en refaire une dans pas longtemps, pour expliquer un petit peu comment justement préparer vos modèles pour l'impression 3D, car surtout sur une imprimante comme la Mega 8K, il ne faut pas se rater. Donc vous voyez, on a un plateau rempli de toutes ces miniatures là, donc le slicing, c'est-à-dire l'exportation de ces 771 layers, et à la fin vous avez tous les éléments qui ont été imprimés sur le plateau. C'est aussi l'intérêt de cette Mega 8K, ça va être de pouvoir rapidement faire beaucoup de modèles pour des petites, des grandes séries finalement de petits modèles assez rapidement. Et vous voyez, il y a toujours plein de résine comme ça en dessous. Alors là, il n'y a aucun problème pour le nettoyage, on met tout ça dans un bac directement. Il y a quand même, vous voyez, pas mal de modèles, ça se nettoie comme ça très bien. Vous voyez, c'est quand même assez cool. L'impression tout aussi propre que les impressions précédentes. Alors là, la résine, c'est un mélange d'Aqua Grey 4K et d'Aqua Ivory 4K. C'est les deux résines. Ça marche très bien. Et vous voyez encore, toujours pas mal de déchets, ça va revenir assez souvent. Ensuite, on peut toujours enlever les supports, ce qui est assez recommandé avec des petites pinces. On passe ça aux UV. Là, cette fois-ci, c'est la machine des Lego. Un petit coup de ponçage avec mes éponges à poncer japonaises, que vous commencez à connaître. Et là, donc, Alexandre qui a fait de la préparation et de la peinture de ces petits litchis d'Halloween qui n'a rien à voir avec le test, mais c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Donc, voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, autant le partager avec vous. J'ai mis les liens de Polyfusion aussi en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller visiter son site internet, franchement il y a vraiment plein de créations super sympas. D'ailleurs, au passage, ils font aussi souvent des salons quand il n'y a pas le Covid. Alors c'est toujours intéressant de voir ces mélanges de techniques, d'aérographes, de pinceaux, de peinture. Et je voulais vous dire aussi qu'un de mes objectifs de l'année en cours, c'est de me mettre sérieusement à la peinture de figurines, car sculpter c'est bien, les peindre c'est encore mieux. Donc vous voyez ici les résultats de la peinture donc d'Alexandre. Alors en très gros plan ici, bien évidemment, c'est beaucoup plus gros que ça l'est en réalité. Enfin voilà, des modèles vraiment super sympas. Pour passer maintenant au modèle suivant, en fait la scène suivante, voici Empress of Mankind qui est inspiré de Warhammer 40 000. Alors j'avoue que j'adore le design, je ne suis pas du tout fan de Warhammer. Modèle donc qui va forcément être imprimé aussi très grand, vous voyez dans les Cheese Slicer ici. Alors le modèle est assez détaillé, mais la résolution est un peu limite finalement par rapport à la taille de l'impression, car j'ai fait vraiment un facteur d'échelle assez important. Vous voyez ici la forêt de supports, vraiment il y a énormément de supports, y compris des fois vous voyez ici les tout petits îlots qui commence à apparaître vers le bas de l'écran ici, donc des fois il faut mettre quand même pas mal de supports avant que ça connecte, donc vraiment attention à ça. Alors des fois c'est inutile. Là vous voyez la base qui est gigantesque, qui fait quand même 29 par 28 cm, donc c'est très gros. Bien sûr des supports pour tenir tout ça. Vous voyez aussi les petits trous d'évacuation de la résine. Alors là, si vous voyez au niveau d'un support, j'en sélectionne un, on est sur un diamètre de 1,3 mm et une pointe de 0,6 mm. Donc c'est quand même des supports qui sont assez costauds. Et vous voyez, ils sont quand même pas très grands par rapport au modèle, d'où le fait d'avoir une très grande quantité. Donc comme je disais il y a quelques secondes, c'est évidé avec un évidage 2D et une épaisseur de 2,3 mm. Alors ça fait beaucoup de résine, mais il faut quand même de la résistance. Le modèle est très important et vous voyez ici, on a 790 ml, dont 158 ml de support. L'impression dans l'ensemble semble s'être bien passée, mais si on regarde, vous voyez ici, hop, j'ai un tout petit morceau qui s'est décollé au niveau de la base, qui n'aura posé aucun problème, mais toujours attention à ça. Comme les modèles précédents, effectivement, il y a
déjà le temps a passé à tout décoller du plateau. J'ai bien sûr enchaîné les impressions, vous voyez celle-là elle est très très haute. Et vous voyez ici en gros plan on voit ça se décolle en fait au niveau de chaque couche, donc même pour un petit morceau comme ça, il y a énormément de force appliquée. Et vous voyez l'impression terminée, je suis vraiment à la limite de la taille d'impression. Vous voyez ici l'impression elle-même qui est quand même très très grande, très très haute. Donc c'est la cape en fait du personnage. La base ici, pareil, qui est aussi gigantesque par rapport à vous voyez, une taille de bouteille de résine. Ça fait des très très gros morceaux. Donc voilà l'impression en brute sortie d'imprimante, juste nettoyée, même pas passée aux UV, juste les supports en fait qui ont été enlevés, d'où les petites marques je dirais derrière. Pareil, comme avant, ça sort très très bien. Là, franchement, j'aime beaucoup la partie du buste. C'est super net, c'est vraiment très très sharp, comme on peut dire. Enfin, il y a du piqué, on va dire, dessus. Avec la tête, pareil pour les autres éléments, comme vous voyez, les jambes, les épaules, c'est vraiment super bien. C'est-à-dire que les petits détails, les petits grains de la matière, c'est bien restitué. Donc, vous voyez la cape ici qui est très très haute. C'est vraiment, c'est une pièce qu'on pourrait pas, enfin, avant, on pouvait pas imprimer avec des imprimantes résine, enfin, que quelques-unes, oui, par rapport à la bouteille, toujours aussi grande. La base, pardon, excusez-moi, est tout aussi gigantesque, pleine de détails, difficilement imprimable en filament, par le nombre de détails tout simplement. Je vais revenir par la suite au filament. Et voilà, donc on a quelque chose d'assez grand et le modèle maintenant entièrement assemblé, il est juste posé, il n'est même pas collé, rien de tout ça, qui rend vraiment super bien. Voilà, je suis encore très très content du résultat. Bien évidemment, il va falloir retravailler ça, il va falloir repeindre. C'est très très fin de près. Vous remarquez, je passe mon temps à dire que c'est très très fin, mais c'est vraiment une réalité. Et je trouve que la vidéo ne restitue pas trop ça. Vous voyez un petit peu des petites marques au niveau des couches supérieures, mais il faut vraiment les voir en vidéo en très gros plan. Là, on est vraiment sur du très très gros plan, bien sûr. Mais vous voyez, la base, c'est quand même, tout est bien restitué. Là, c'est le grain au niveau de la cape, avec une canette de coca à côté. Vous voyez, ça reste aussi du super grand. Alors, maintenant on va parler de changer le FEP, hein, car regardez bien au niveau de la spatule, j'ai des petites marques qu'on voit ici et là sur le film au fond. Je pensais que c'était la résine qui était collée, et ben pas du tout. Le film FEP a été un petit peu perforé pendant l'impression précédente, donc du projet Empress of Mankind. Vous voyez ici, on a ces trois marques-là au niveau donc du FEP, et on voit bien en fait que c'est bien en fait un scratch, hein, je dirais dessus. Et ça, bien sûr, il faut changer votre FEP le plus vite possible. Donc, on va voir la procédure. C'est histoire que vous vous rendiez compte, en fait, des à côté de l'impression 3D. Alors, je reviendrai des raisons du pourquoi du comment de ce FEP, on va dire, abîmé. Alors, vous voyez, déjà, vider le bac, eh ben, ça prend du temps, c'est pas évident, on sait pas comment le poser. Et là, maintenant, va venir, entre guillemets, le calvaire de virer les vis qui étaient, je dirais, bien enfoncés. Alors, au passage, j'avais un tournevis Action sous la main, ils sont vraiment pas terribles, donc je vous les conseille pas. Et donc, énormément de vis à enlever d'un côté, pour déjà enlever le FEP en lui-même du cadre en aluminium. Bien évidemment, pensez à nettoyer de l'alcool isopropylique, hein, en fait votre cadre donc métallique pour pas en mettre partout. Vous voyez, maintenant c'est terminé le cadre. Alors en ce qui concerne le FEP qui se trouve ici, ce n'est pas un FEP classique, c'est un NFEP qui, on va dire, comment dire, non-FEP. Donc, vous voyez ici toutes les vis, il y en a 64 si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc ce non-FEP ou du PFA, qui sont en fait des films plus transparents que le FEP classique et qui en plus ont une adhésion beaucoup plus faible. Ce qui fait que lorsque vous avez le décollement de chaque couche, vous aurez moins, on va dire, de force appliquée. Alors, petit truc aussi, pour bien régler la tension, il faut mettre le plateau directement donc de l'imprimante par-dessus le film pour en fait avoir la bonne tension lorsque vous allez visser l'ensemble. Et j'ai mis bien sûr du cellophane au niveau du plateau, parce que le plateau, il y a encore de la résine dessus, histoire de rien abîmer. Il va falloir donc faire un petit trou à chaque endroit, vous allez mettre comme ça les vis. Donc j'ai une petite pointe, hein, voilà. La petite pointe, c'est un petit tournevis Rikiki, voilà, que vous voyez à côté. Et remettre toutes les vis. Et bien sûr, faire ça en croisant pour avoir une tension progressive. Donc là, toutes les vis ont été mises. Maintenant, on remet ça directement sur le cadre. Pareil, on va percer bien sûr chaque petit trou un par un et on va visser aussi en diagonale pour effectuer la tension de ce film. Voilà, donc le process, je vous le montre en vidéo, mais il faut savoir, c'est que sur la chaîne YouTube de Frozen, vous avez en fait ces explications. Il y a pas mal de vidéos comme ça, on va dire techniques, liées à l'imprimante. Donc voilà, ça m'a aidé pour faire effectivement ce changement de FEP. Et à la fin, il n'y a plus qu'à en fait, enlever ce qui dépasse.
Et vous voyez, il faut que ça fasse un petit bruit de tambourin. Et je voulais vous dire, c'est que voilà, très important, votre plateau, quand vous le nettoyez, il faut bien le croiser avec une spatule en fer dans les 4 directions. Pourquoi? Parce que j'avais des petits bouts de résine qui étaient coincés dans les trous. J'avais beau bien nettoyer comme ça avec du sopalin, et ben c'est pas suffisant. Donc attention à ça, vérifiez bien qu'il n'y a rien qui dépasse. Maintenant, nouveau projet que mon FEP a été remplacé à 2 Atout de Nier Automata, figurine voilà que j'ai acheté. J'ai mis bien sûr les liens en description hein, comme d'habitude. Et là, je l'ai imprimé vraiment en taille maximum sur l'imprimante. Vous voyez encore tous les éléments que je vais devoir imprimer et vider, avec encore cette forêt de supports. C'est vraiment le truc qui va revenir. Hein. Et là, vous voyez, j'ai donc 21 cm de hauteur, encore une bouteille de résine, en gros 800 ml, dont 235 ml de support. Donc vous voyez, on est quand même sur environ un quart de support. Autre partie, là vous voyez l'épée en elle-même, la lame de l'épée, qui est très très haute, avec énormément de support. Il y a plus de support que de lame. Vous voyez, avec un espacement assez large, de façon à, je dirais, avoir un espacement important. Et vous voyez mes supports, là le diamètre est plus important, 1,5 mm. Et là vous voyez, j'ai 636 mm là-dessus, enfin millilitres pardon, de résine. Au niveau des paramètres d'impression, l'imprimante a ce qu'on appelle le TSMC, qui permet de contrôler les vitesses montée et descente en 2 étapes. Donc vous voyez, c'est mes paramètres ici. Je monte quand même de, je dirais, 8 mm, c'est quand même assez haut. Par contre, une vitesse assez rapide de 240 mm par minute. Mais en fait, tout se passe bien dans l'ensemble. Vous voyez, l'impression ici se fait et c'est très bruyant. C'est un petit peu le problème de la machine. Voilà, c'est que les ventilateurs font du bruit, mais c'est plutôt une machine entre guillemets industrielle de production. En général, on ne dort pas à côté de ce genre de machine. Donc, vous voyez, l'impression se passe bien. Et là, petit souci au niveau des jambes. Eh ben, ces supports ont à moitié cassé. Pourquoi? Ils étaient très très hauts, mais n'étaient pas forcément accrochés à autre chose. Regardez, quand je pose le plateau ici sur la jambe, ben, vous voyez, la jambe se déforme un petit peu. Et vous voyez, ici, les supports, eh ben, en fait, se déforment parce qu'ils ne sont pas assez accrochés les uns aux autres, on va dire vraiment entre les supports. Ils sont en général accrochés de 2 à 2 ou 3 à 3 et sur la hauteur, eh ben, ça pose problème. Vous voyez que les supports se déforment. Donc, qui dit support se déforme, dit modèle qui n'est pas très bien tenu en place, et ce qui va générer du décalage de couches. D'où l'importance de bien maîtriser ces supports. C'est vraiment un truc qui est important. D'où un peu la courbe d'apprentissage qui n'est pas évidente, mais ça, j'en viendrai dans la conclusion. Voilà, donc c'est-à-dire c'est pas forcément la meilleure imprimante pour commencer au niveau de l'impression 3D. Et vous voyez ici, on a donc là, c'est que les cheveux, pardon. Et vous voyez que les supports quand même se baladent un petit peu, se déforment, ça reste quand même mou. N'oubliez pas ce truc-là, voilà, c'est que vos supports sont assez rigides, mais pas tant que ça, la résine, une certaine flexibilité. Et donc vous voyez la jambe, bah, voilà, on a plutôt des cordes d'arc et pas forcément des supports pour garder le modèle vraiment en place. C'est pour ça que je montrais tout avant la lame. La lame, j'ai beaucoup plus connecté les supports entre eux et ça n'a pas bougé du tout. Donc vous voyez, c'est quand même super flexible. N'oubliez pas qu'on est sur des très très grandes hauteurs, c'est vraiment super important. Donc là, au niveau du buste en lui-même, pas de problème, voilà, donc tous les supports sont sur la base. J'ai aussi des supports à l'intérieur. Et après, là, dans le cas présent, j'ai enlevé les supports, ce qui bien sûr prend du temps, alors pas forcément précisément. Le but est de rincer votre modèle donc dans l'IPA en n'ayant pas trop de support, car vous avez énormément de résine résiduelle sur le modèle 3D, ce qui fait que votre alcool IPA va se saturer beaucoup plus rapidement. Ça c'est pareil, j'y viendrai en fait un petit peu par la suite. Donc économisez-vous voilà un petit peu d'IPA, mais après on en met partout. J'ai une quantité astronomique de support. Pour le passage aux UV, toujours la wash and cure, ça rentre bien, mais certains modèles, comme vous l'avez vu déjà au niveau des bases, c'est pas toujours le cas. Donc là, une impression de 23 heures et quelques, c'était celle qui correspond, on va dire, aux épées, donc sur une hauteur aussi quasiment maximum, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est du 50 microns au niveau de l'impression, et là vous voyez, mes supports sont beaucoup plus rigides, ce qui fait que l'épée c'est bien imprimé. Donc vous voyez la différence quand on tapote en haut et en bas, on n'a quand même pas la même flexibilité. Donc voilà l'impression sortie juste après le nettoyage de la tête, c'est pareil, c'est super bien. Avec les cheveux, c'est encore beaucoup mieux. C'est vraiment brut, hein, il n'y a aucun post-process, il y a vraiment zéro ponçage. C'est super grand, vous voyez par rapport à ma main. Et moi, vraiment, c'est ce que je veux faire. Donc on est presque sur du 1/3 au niveau de la taille du modèle, hein, c'est quand même donc très très grand. Au niveau de l'épée, c'est pareil, c'est pas mal.
Et au niveau du buste, c'est pareil, ça rend quand même, je dirais, très très bien. Le modèle est plutôt, je dirais, bien restitué, pas de souci majeur, forcément des traces de support. Par contre, ce qui pêche un peu, c'est la résolution du modèle en lui-même, qui manque de détails au niveau finalement de la sculpture. Et ben ça se ressent, parce que l'imprimante est plus précise que le modèle. Au niveau de la jambe, ça se voit aussi, en fait, on a un peu l'espèce de grain, on va dire, appliqué partout. Et ben ça fait un petit peu flou, c'est pas l'impression, mais c'est finalement le modèle. Et comme tout à l'heure, je vous disais, vous voyez, on a énormément de supports, à ces côtés vraiment déchets, ça qui me pose quand même vraiment problème, hormis la consommation et le coût non négligeable. Vous voyez ici pour la partie épée que vous voyez tout à l'heure, j'ai vraiment énormément de supports. Enfin, au total, sur tous ces projets-là, j'ai dû manger a priori 2 bouteilles rien que pour les supports du modèle. Là maintenant, le modèle avec une couche d'après, il y a eu très légèrement du ponçage à certains endroits. Vous voyez, au niveau des cheveux, ça rend vraiment très très beau. Enfin, je suis vraiment mais très 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 content. Vous voyez, au niveau des cheveux, c'est pareil, ça rend très très bien, c'est très volant. Alors vous remarquerez, il y a une petite ligne que l'on peut voir au niveau de la tête, que un décalage de couche. Vous voyez, que l'on voit à cet endroit-là. Alors c'est pareil, c'est vrai sur l'arrière aussi, c'était dû simplement à des manques de support pour certaines parties, forcément ça a fait tout bouger. Alors il va falloir que je ponce un petit peu, c'est récupérable au niveau de la tête. Vous voyez au niveau du buste que l'on voyait tout à l'heure, maintenant avec un petit coup de peinture dessus, on a enlevé les petites marques de support, franchement c'est très très bien, ça ne se voit pas du tout. Au niveau des jambes, donc là c'est bien sûr en différents éléments. Et oui, ça a du mal à rentrer dans le cadre de la caméra, tellement c'est grand. J'ai aussi un petit peu, vous voyez, ce layer shifting. En fait, c'est la même couche partout que l'on a vu. Je dirais dessus, qui est plus ou moins marqué en fonction de l'endroit où c'est apparu. Là, les autres parties de l'épée, qui, voilà, c'est aussi quand même très très grand. Et les emboîtements se font, je dirais, très très bien, sans aucune colle, aucun ponçage. Et vous voyez que l'épée est quand même super longue. En fait, toute la figurine est très très grande. Alors pour la base, cette fois-ci, je l'ai fait en FDM parce que ça ne rentrait pas dans l'imprimante et c'était pas rentable. Il n'y a pas de détails. Donc il y a 3 morceaux, y compris pour le FDM. Donc vous voyez les marques ici. Et il y a aussi besoin un petit peu de remplissage. Donc voilà, une base comme ça, finalement, ça marche très très bien. Et l'impression assemblée, elle n'est pas collée. Donc vraiment elle-même, c'est super grand. C'est vraiment super classe. À voir en vrai. Je vous cache pas que la vidéo ne rend pas à César ce qu'appartient à César, on va dire. C'est vraiment un très très beau modèle qui est bien dynamique. L'épée qui apparaît devant la rend vraiment assez magistrale. Et ça, c'est typiquement une figurine. Il faut qu'il y ait une belle peinture pour aller avec. Donc, vous voyez une canette de coca quand même et une bouteille de résine à côté pour vous montrer la taille de l'ensemble. Et ce que j'ai tout à l'heure, petit défaut, vous voyez, on voit les pixels en fait ici de la texture qui a été appliquée. C'est pas l'imprimante, c'est vraiment le modèle 3D qui manque de résolution. Et là, petit souci, je suis tombé en panne de résine simplement. J'ai pas mis assez de résine dans le bac, j'étais parti et forcément, comme vous le voyez sur la photo ici, ça ne marche pas très très bien. Bon, par où commencer cette conclusion? Alors, déjà, on va faire simple et court. Je l'adore, cette imprimante 3D, franchement. J'ai eu aucune déception avec, c'est un vrai régal. Surtout, faire des impressions 3D résine aussi massive. C'est vraiment ce que j'aime faire, ce que j'aime imprimer, ce que j'aime créer. Vraiment, je ne suis pas très miniature en ce qui me concerne. Vraiment, j'aime le très très grand. Et j'ai beaucoup de projets créatifs pour 2022 en sculpture. Je suis reparti dans la sculpture en ce moment pour faire vraiment des grandes impressions, toujours dans l'esprit un peu Nier Automata. Je ne vous le cache pas, mais ça, on verra ça par la suite. Alors cette machine, elle marche quand même très très bien. Elle a été très stable pour l'instant, bien que ce soit un des premiers modèles sortis d'usine. Je vous rappelle, j'étais un des premiers à la recevoir vraiment en avance par rapport aux Early Birds qui ont fait les précommandes. Je n'ai raté presque aucune impression, aucune à cause de la machine. Ça a juste été mes erreurs en fait qui ont été cause d'échecs. Genre j'ai pas mis assez de résine dans le bac, forcément ça ne pardonne pas. Gardez en tête que j'ai toutefois une bonne expertise dans l'impression 3D résine, mais que j'ai quand même dû remettre pas mal en cause certaines de mes connaissances pour dompter cette bête-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo d'ailleurs vous évitera de faire certaines de mes erreurs. Allez, maintenant on va attaquer plutôt la version longue de cette conclusion. Alors, la qualité d'impression, elle est impressionnante. On pourrait penser que plus grand veut dire moins bon. En fait, bien au contraire. Depuis que je l'ai, mes imprimantes 4K, on va dire classiques, prennent de plus en plus la poussière. Je leur préfère plutôt cette Mega 8K. C'est très fin au niveau des détails. Les surfaces courbes sont bien restituées. L'anti-crénelage ou anti-aliasing est quand même très bien géré. Les quelques microns qu'on gagne sur la taille des pixels, je rappelle le 43 microns, ça joue quand même effectivement par rapport à une machine en 50 microns. Certes, 14% de résolution en plus, c'est pas énorme, mais franchement, moi, je les prends volontiers.
Ce qui joue aussi, et j'en parlerai dans la vidéo de la Sonic Mini 8K qui va bientôt arriver, c'est la qualité de la résine. Vous le savez peut-être, mais moi franchement j'adore la résine Aquagrey 4K, justement de Frozen. Elle me donne d'excellents résultats, enfin tout du moins pour la figurine, enfin en gros ce que j'imprime. Le gris est très très beau, voilà, c'est une belle couleur pour vérifier ses impressions, mais surtout on obtient un super état de surface, là où d'autres résines vont moins bien réagir à l'anti-crénalage, donc voilà, l'anti-aliasing. D'ailleurs, petit conseil pour ce genre de machine, utilisez une seule résine et vraiment une seule. Changer de résine, c'est du nettoyage, il y a vraiment pas mal de bazar à gérer par la suite. Franchement, c'est galère. Donc voilà, au vu de la manipulation des différents éléments où il y a de la résine, vous infligez pas vraiment cette galère, quoi. Voilà. Donc moi me concernant, je mets que de la résine, l'Aquagrey, donc ou la nouvelle Ivory. Des fois, je mélange les deux. En plus, maintenant, on la trouve assez facilement sur Amazon. Bien sûr, j'ai mis les liens en description. D'ailleurs, je tenais quand même à vous dire, j'ai tendance à acheter pour cette machine-là 8 litres par 8 litres, ce qui fait effectivement un budget assez costaud à chaque fois. Donc pour revenir à la machine, la construction, en fait, elle est vraiment aussi exemplaire. Alors, elle est tout métal, c'est ultra stable, c'est vraiment très fonctionnel, quand même bien pensé dans l'ensemble. J'aime beaucoup ces deux portes notamment. Rien ne bouge au niveau de l'axe Z, c'est vraiment super agréable à utiliser au quotidien. Alors quand même, toutefois, petit défaut, mais très très mineur, au niveau du plexiglas d'une des fenêtres, c'est un tout petit peu bombé. Il y a 2 mm de hauteur de différence sur une porte, mais entre guillemets, c'est du chipotage. L'écran tactile, lui, effectivement, sur l'avant est plutôt assez grand, des menus très très classiques. La clé USB est aussi en accès directement sur l'avant. Seul le bouton d'alimentation est à l'arrière, c'est quand même moins pratique car il faut aller le chercher, surtout que la machine est quand même assez profonde. Donc voilà, donc c'est vraiment une machine qui dans l'ensemble marche bien. Je vous épargne les petites poignées sur les côtés pour la soulever. D'ailleurs la soulever elle est vraiment très très lourde. Attention à ne pas vous casser le dos comme moi je l'ai fait en sortant la machine du carton. Et aussi un autre petit défaut que j'allais oublier, c'est que les pieds sont fixes et franchement des pieds qui auraient été réglables en hauteur, ça aurait été assez bien pour faire une mise à niveau de la machine car au vu du bac et la quantité, mieux vaut qu'elle soit le plus plat possible. Donc voilà, petit défaut, petit manque, on va dire, là-dessus. Maintenant, on va attaquer certains éléments plus, on va dire, individuellement. Alors, gardez en tête un point très important. Beaucoup des problèmes, vraiment entre guillemets, ils ne sont pas liés à la machine en fait en elle-même, mais plutôt à la taille de la machine et à la taille des impressions qu'on va faire. La majorité de ce que je vais expliquer à partir de maintenant s'appliquerait finalement à toute autre imprimante 3D de même taille, enfin on va dire des tailles assez similaires, quelle que soit finalement la marque. En gros, imprimer en grand implique pas mal de difficultés et de contraintes. D'ailleurs, on va commencer par le plateau qui est gigantesque, forcément très lourd, il est très épais, difficilement manipulable de par sa taille. Vous comprendrez vite pourquoi il y a 2 poignées dessus pour le manipuler, encore plus une impression qui se trouve en dessous. Donc vous allez immanquablement mettre de la résine à côté quand celle-ci tombe, voilà, des impressions souvent quand même assez massives avec leurs trous d'évidage ou tout simplement du plateau qui est perforé. Il vous faudra prévoir de la place et beaucoup de place pour la machine comme ça dessus pour en fait effectuer le nettoyage, tout manipuler. Et d'ailleurs justement il faudra absolument 1 ou 2 tapis en silicone à mettre sous la machine et devant pour faciliter le travail de nettoyage de vos impressions et garder un espace de travail assez propre. Donc vous l'avez vu, pour revenir voilà, au plateau, qu'il est perforé. La raison, je vous le rappelle, c'est de permettre à la résine de mieux circuler lors des déplacements du plateau, mais aussi limiter la pression appliquée sur l'écran quand le plateau descend. Trop de pression pourrait abîmer simplement l'écran. Et au prix d'un écran 8K, on va éviter. Alors cette perforation, elle m'a jamais posé de soucis lors de mes impressions, mes modèles ayant toujours des bases au niveau des supports plus larges que les trous, voire j'ai mis des rafts ou des radeaux, ce qui fait que tout reste en place sans aucun problème vis-à-vis des trous. D'ailleurs ces trous m'ont souvent aidé à décoller mes impressions en passant par un trou et faire levier voilà, pour décoller l'impression. Mais ces trous ont quand même des inconvénients. Ils gardent de la résine liquide quand une partie de l'impression est en dessous. Oui, ça bouche le trou tout simplement. La résine est au-dessus. Ce qui fait que ensuite, voilà, on va en mettre un peu partout quand on enlève les impressions. Ces trous aussi vont laisser des marques, des disques en fait, simplement de la forme du trou sous vos impressions 3D au niveau de la partie qui est en contact du plateau. Ça veut dire que si vous imprimez des modèles à même le plateau, vous n'aurez pas une belle surface toute lisse, voilà, sur le dessous. Mais le vrai problème, pour moi, il est ailleurs. C'est les restes de résine solidifiée qui peuvent se trouver dans les trous quand vous enlevez vos impressions. J'ai eu beau faire attention, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo, j'ai perforé légèrement le film. Ce qui ne fut pas un souci, car, hormis le prix du FEP, c'est que j'ai vite constaté le problème.
Et je ne vous cache pas qu'au vu du volume de résine, le résultat aurait pu être catastrophique si le film s'était déchiré pendant l'impression. Donc je vous conseille d'utiliser les mêmes spatules que moi pour faire levier au niveau donc, de vos modèles, pour décoller vos impressions. N'y allez pas au burin comme un bourrin, comme j'ai pu voir auprès de certains youtubeurs pour d'autres machines. Prenez votre temps et franchement, ça marche super bien. Pensez aussi à garder vos grandes spatules pour racler le plateau après chaque impression, vraiment dans les 4 directions pour être sûr d'enlever toute trace de résine solide, car pour rappel, on imprime en 50 microns, donc on a un plateau qui va être très proche de l'écran. Il faut vraiment penser à ces tout petits déchets pour être sûr que ça n'abîme pas votre écran et pas que le film. Oubliez aussi les plateaux magnétiques pour ce genre de machine, car vu la surface et les forces en jeu lorsqu'on va décoller les couches, il y a de fortes chances que la partie magnétique ne tienne pas du tout. Et maintenant, un autre point que je tenais à préciser, le plateau arrive déjà calibré d'usine. Alors ce genre de plateau, c'est vite compliqué à calibrer. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Frozen qui explique comment faire la calibration. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut être très précis. Je vous cache pas que moi, ça a marché nickel. En recevant la machine, j'ai imprimé aucun problème où que ce soit que j'imprime sur le plateau. Le bac en lui-même, qui est quand même un autre élément important, il est pareil super beau, franchement, mais beau, même joli esthétiquement parlant. Plutôt assez pratique, malgré sa taille, il est fourni au fond avec un film en NFEP, donc voilà pour non-FEP, qui est bien meilleur que les FEP classiques. Ça réduit l'adhésion donc de vos impressions en proposant une transparence accrue. Et ça, franchement, c'est un plus, hein, en particulier pour cette taille-là, notamment les problèmes d'adhésion. Et je ne vous cache pas, dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé, mais je vous conseille vraiment de rester sur le NFEP pour ces machines-là, les machines moyennes, voire des plus petites machines. Une fois qu'on y a goûté, franchement, c'est quand même plutôt cool. Par contre, ayez toujours un film d'avance, car on ne trouve pas ce genre de film à chaque coin de rue. D'ailleurs, quand j'ai commandé le mien pour remplacer, j'ai attendu quand même quasiment 3 bonnes semaines. Et aussi, vous l'avez vu, changer ce genre de film, ça prend du temps. J'ai mis 1h45, et dans mes souvenirs, voilà, je crois qu'il y avait 64 vis, ce qui fait quand même pas mal de temps pour changer un simple film FEP. D'ailleurs, petit conseil avant chaque impression, passez un petit coup de spatule en silicone, cette espèce de maryse, pour mélanger déjà au maximum la résine, enlever les pigments qui auraient pu coller, on va dire, au fond du film, mais aussi bien sûr vérifier l'état de ce film-là pour détecter tout problème avant qu'il ne soit trop tard. Je vous conseille vraiment les spatules que j'utilise moi, j'ai acheté ça sur AliExpress, j'ai mis les liens en description, elles sont très pratiques, elles sont très souples, elles se nettoient assez facilement. Vous avez un petit coin pointu pour racler les bords de votre bac. Franchement, ça marche très bien. Maintenant, on va parler un petit peu finance, pas le prix de la machine, non, ce serait trop simple, mais en fait tout ce qui va autour, car on a tendance à le négliger lorsqu'on achète la machine. Car vous allez consommer de la résine, hein, mais vraiment beaucoup de résine. En gros, il faut 2 litres à peu près pour remplir le bac normalement, et en fait il faut 1 litre minimum à mettre dedans pour être safe. Donc si votre résine est un petit peu premium, le budget va vite exploser. Et voilà, avec une telle imprimante, on fait du grand, voilà, ici, et on mesure en quantité. La quantité de résine utilisée pour vos impressions est tout aussi grande, voilà, même en évidant les modèles. Et les supports, franchement, on utilise une grande quantité de résine pour les utiliser. Et ces supports, ils ne peuvent pas être fins au vu de la taille de ces modèles, sans compter la densité de ceux-ci. Il faut en mettre en plus beaucoup avec du bracing, voilà, ces croisillons qu'on a entre les supports pour aider l'impression et tout garder en place. Et il faudra être aussi particulièrement attentif à la préparation des fichiers, notamment dans votre slicer, car la moindre impression ratée fera pleurer à chaudes larmes votre porte-monnaie, sans compter votre frustration, le temps que vous aurez perdu, et après le bazar à tout nettoyer. Donc franchement, attention à ça. D'ailleurs, pour le nettoyage, les choses se compliquent, voilà, parce qu'il n'y a aucune solution de nettoyage de type wash and cure, voilà, vous avez juste une solution de photopolymérisation, donc pour finir aux yeux vos impressions de Frozen. Mais pour moi, franchement, c'est vraiment le nettoyage qui est la partie compliquée. Alors, j'utilise principalement la machine d'Anycubic, la Wash and Cure, une derrière, j'ai même celle des Lego au passage, déjà testée ici, mais plusieurs fois, les modèles ne rentraient pas tout simplement dans la machine, comme notamment la base ici et la base là. Donc pour ça, j'ai acheté une caisse en plastique avec un couvercle que j'ai rempli de plusieurs litres d'IPA pour nettoyer mes grandes impressions. Mais franchement, c'est pas pratique du tout.
Et au passage, votre consommation d'alcool IPA va forcément être très importante, car au vu de la taille des modèles, la résine résiduelle qui reste sur les surfaces après l'impression est très importante. En plus, vous évitez, c'est pire, voire en plus sur vos supports, ce qui fait que votre alcool IPA va très rapidement saturer et il faut le changer très personnellement. Au passage, une note très aussi encore personnelle, oubliez les résines à l'eau. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo assez assassine sur le sujet assez rapidement. Alors, revenons maintenant à la préparation justement de ces fichiers dans le slicer. Comme vous l'avez vu, j'ai tout préparé avec Litchi Slicer, qui est bien sûr compatible avec cette Mega 8K. Et ça vous permet de travailler en fait vite, hein, voilà, pour préparer vos fichiers, encore plus quand il s'agit de faire vos propres supports. Mais voilà, préparer de tels modèles aussi grands, ça ne se fait pas en 2 clics, malheureusement. Il faut voilà, opter au maximum pour des supports manuels. Et surtout, il ne faut pas être radin sur la quantité de ces supports manuels. Pensez bien aux 3 types de supports que vous allez avoir besoin. Ceux pour les minima, c'est-à-dire ces petits îlots qui doivent être soutenus pour commencer l'impression. Ceux qui vont gérer les surplombs, par exemple, vous voyez, sous un menton. Et surtout, ceux ô combien importants pour des impressions aussi grosses, ceux qui vont permettre de stabiliser votre impression 3D dans l'espace pour pas que ça bouge. Et ils sont vraiment importants encore plus pour ces machines aussi donc grandes. Mon conseil, le plus important, ne soyez pas radin sur les supports. Mieux vaut un peu trop de supports, trop épais au niveau du diamètre, que de vouloir optimiser à outrance et rater une impression à cause de cette économie de support, quelques supports en moins, des surfaces de mauvaise qualité, des morceaux qui tombent, etc. Et il en va de même aussi sur la pointe de ces supports. Moi, pour vous dire, je n'ai que des pointes entre 0,5 et 0,6 mm, rarement des pointes plus petites, vraiment que pour des endroits un petit peu délicats. Voilà, donc vraiment, soyez pas radin là-dessus pour gagner un petit peu de temps en post-process. Pour rester dans le thème, ne soyez pas radin, sachez que c'est valable pour tout en fait. Au final, optez pour des résines de qualité, des FEP de qualité, donc forcément plus cher, plus de support. Prenez votre temps pour tout, la préparation, le post-process, enlevez vos supports, bref, assurez un résultat au maximum. Vu le coût de fonctionnement d'une machine comme ça, de vos impressions, ne vous laissez pas de marge, entre guillemets, de mauvaise marge de manœuvre. La seule économie finalement qui va se faire sur les modèles va être vous allez devoir les évider, en fait presque systématiquement, car cela réduit bien sûr la quantité de résine utilisée, mais surtout le poids de vos impressions, donc moins de stress sur les supports, et aussi la surface à décoller, aussi pareil, moins de stress sur les supports, ce qui fait que vous allez aussi comme ça limiter le risque de ligne, je dirais décalé, ça s'appelle le layer shifting. Mais attention toutefois, quand on évite les modèles, à bien penser à mettre des trous d'évidage, pas des trous d'un micron bien sûr, un peu plus gros et bien placés au plus proche du point de départ de l'évidage. Bref, dans les grandes lignes, l'impression de grande taille, et ce, quelle que soit l'imprimante 3D, ça demande de la patience, voilà, de l'investissement, d'utiliser les bons outils, je me répète encore, de ne pas être radin. Ce qui veut dire que ce genre de machine n'est pas forcément la meilleure pour celles et ceux qui se lancent dans l'impression 3D résine. Mieux vaut commencer avec une machine plus petite pour bien se faire la main avant de basculer vers une imprimante voilà, comme cette Mega 8K. Ayez quand même une courbe de progression un peu progressive, douce, parce que là, si vous commencez par là, franchement, la première marche, elle est quand même assez géante. Voilà, comme la machine. Donc, si vous avez déjà, par contre, la connaissance de l'impression 3D résine, vous cherchez à imprimer plus grand. Par contre, cette machine, voilà, c'est une belle machine avec peu de défauts, comme par exemple les ventilateurs qui sont un peu bruyants au niveau du refroidissement de la machine. Mais franchement, vu la quantité de LED à refroidir, c'est assez logique. Mais après ces 4 mois à l'utiliser, je prends toujours autant de plaisir à imprimer avec des très belles impressions 3D qui donnent envie d'en faire toujours plus et toujours plus grande. J'ai aussi échangé quelques propriétaires de cette Mega 8K et franchement, pour l'instant, tout le monde partage le même point de vue sur cette machine. Bref, des gens assez contents, enfin assez comme moi, qui ont eu des galères forcément de grandes impressions, mais la machine en elle-même, franchement, rien à dire. Voilà la fin de cette belle histoire autour de la Sonic Mega 8K. Voilà, toute bonne chose a une fin, une machine que va clairement détester mon banquier sur le long terme. Mais bon, comme on dit si bien, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Allez, comme d'habitude, lâchez-vous dans les commentaires de la vidéo par rapport à cette machine-là. N'oubliez pas de regarder les liens en description. J'ai mis beaucoup de liens pour les accessoires, les modèles 3D, etc. Si vous comptez acheter la machine, justement, utilisez les liens. Ça va permettre de supporter la chaîne, voilà, financièrement. Je ne vous le cache pas. Les liens sont affiliés. Rejoignez-moi sur le serveur Discord pour partager vos projets créatifs autour de l'impression 3D et pas que d'ailleurs, toutes sortes de créations numériques. Et bien sûr, comme d'habitude, rejoignez-moi sur les médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et tout ce qui va à côté pour suivre mes différents projets et interagir avec moi.
Moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. J'ai beaucoup de tests à sortir avec un nouveau format. Je vais surtout repartir en 2022 sur des projets créatifs. Je fais beaucoup de tests, mais plus beaucoup de création, ce qui me manque. Je me suis remis à la sculpture numérique, comme je disais, voilà, il y a quelques minutes. Donc voilà, donc l'année 2022 qui sera beaucoup plus créative pour moi. En tout cas, je vous dis à très bientôt et vous aussi soyez créatifs, c'est le plus important. Allez, bye bye!